Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de koh le feu sacré. Je préviens tout de suite, la vidéo pourrait être un petit peu longue parce que j'ai pris un peu plus de notes pour le premier épisode. Voilà, il y a pas mal de choses à dire sur certains points. Il y a des chances que la vidéo soit un peu plus longue que d'habitude. Donc je préfère prévenir avant que la vidéo ne commence. En soi, j'ai trouvé que l'épisode était vraiment très bon, surtout sur la fin. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé toute la dernière partie. J'ai bien aimé les épreuves aussi, même si j'avoue que le début d'épisode, avant l'épreuve de confort, je l'ai pas trouvé hyper intéressante. Et le passage entre les deux épreuves, c'était sympa, mais pareil, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Je trouvais que vraiment ce qui était intéressant, c'était les épreuves qui étaient sympas et la partie après immunité qui était plutôt cool. Bref. Alors j'ai noté que par rapport au conseil qu'il y a eu chez les jaunes la semaine dernière, du coup, Benjamin et Tania ont décidé de se mettre à travailler sur le camp, de réagir, histoire de se dire, bah voilà, on nous a montré qu'on était trop à l'écart, qu'on pouvait être sur la sellette, et du coup on veut montrer qu'on peut réagir à côté de ça et essayer de mieux s'intégrer au camp. Alors je suis pas sûr que juste euh, travailler sur le camp soit la meilleure façon de s'intégrer. C'est une bonne chose, mais le truc c'est que si tu fais juste travailler sur le camp mais qu'à côté tu ne communiques pas avec les autres, ça va pas forcément leur donner envie de te garder. Puisqu'on sait très bien que koh, ce qui fait que les gens vont très loin, c'est le social. On le sait tous très bien, le social est ce qui a toujours mené les gens le plus loin et ce qui a permis même à certaines personnes de gagner koh alors qu'à la base ils n'avaient pas les profils de sportifs pour gagner des totems et s'immuniser. Euh, voilà, je pense notamment à Clémence en 2005, qui est resté très longtemps dans l'ombre de Mohamed avant de se dévoiler sur les derniers instants. On pense à Émilie en 2006, hein, qui pareil, n'avait pas forcément les capacités physiques pour gagner plein de totems et se protéger, mais qui grâce au social a fini double gagnante avec François David. Voilà, et il y en a plein d'autres hein, qu'on pourrait citer comme ça, qui ont gagné ou ont été très loin à koh principalement grâce à leur social. Et on a déjà vu aussi que des gens très forts sportivement pouvaient être éliminés très rapidement à cause du social. On pense à Dylan en 2017 qui avait été éliminé au bout de 3 jours. On pense à Hugo euh, au dernier All-Star qui a été éliminé au bout de 3 jours à cause de son social et qui même quand il est revenu après la réunification s'est à nouveau éliminé très rapidement parce que son social était toujours merdique. C'est quelque chose de très important. Alors certes, euh, travailler sur le camp va être valorisé, mais ce n'est pas suffisant. Il faut beaucoup, beaucoup travailler le social. Et ça, beaucoup d'aventuriers l'oublient, mais c'est ultra important. Le social, c'est ce qui peut emmener vraiment le plus loin. Peut-être même plus loin que la stratégie, surtout quand dans une époque aujourd'hui dans koh où la stratégie est plutôt mal vue, que ce soit par les aventuriers, euh, surtout les sportifs, par Denis, hein, qui a quand même tendance à assez mal mettre en image euh, les, les stratèges. On va dire, il va plutôt en parler pas trop de manière positive, autant qu'il en parle des sportifs. Et même la production, dans sa façon de faire le montage, fait plus apparaître régulièrement les stratèges comme des méchants, à part Rudy, là actuellement, parce que Rudy a un côté qui fait très sympathique et tout, mais par exemple Alexandre avec son manque de social, il apparaît plus comme quelqu'un d'antipathique, et voilà. Et ça c'est un peu le gros problème, hein, c'est que voilà, la production a tendance à mal mettre en avant les stratèges euh, et tout ça. Du coup, je fais qu'il reste qu'une chose, hein, à part le social, le camp, tout ça, bah,
les épreuves, ben voilà, c'est le social et clairement, quand tu sais que sportivement tu peux pas gagner tous les totems, le social c'est ce qui peut t'emmener le plus loin. Donc voilà, je trouve très bien qu'ils aient réagi, mais pour qu'ils s'en sortent, il faut vraiment qu'ils aient un très bon social parce que sinon ils s'en sortiront pas. Et on verra dans l'épisode qu'il s'est passé des choses qui font que finalement ils risquent d'être foutus s'ils survivent pas jusqu'à la réunification. Chez les rouges, on a Alexandre qui n'est pas content de l'organisation du feu, parce qu'il a passé quasiment une nuit entière à surveiller le feu pendant que les autres ne faisaient rien. De toute façon, c'est un peu le truc chez les rouges, c'est que tu en as toujours un qui fait un truc et les autres qui regardent. C'est... Voilà, pour pas balancer sur des gens des gens du travail, hein, mais c'est vrai que les rouges, c'est un peu ça, c'est... voilà, il y en a un qui travaille et les autres qui regardent et on aura un autre rouge qui va également mais péter un câble à cause de ça. Voilà. Donc on arrive à épreuve de confort que j'ai bien aimé, peut-être plus que l'immunité, mais je pense que c'est par rapport au suspense, parce que dans l'immunité on n'a pas eu de suspense, hein, voilà, on reviendra dessus, alors qu'avec l'épreuve de confort, ben, on a eu une équipe qui était en avant, et puis l'autre qui revenait, et puis petit à petit ça tournait comme ça, et ensuite une équipe qui était plutôt mal barrée de base, finalement, qui a réussi à gagner avec un gros suspense, avec une grosse attente et tout, ça j'ai beaucoup aimé. Donc au final, moi l'épreuve de confort, je l'ai bien aimé. Donc avant de parler de l'épreuve de confort, on nous dit que le talisman du feu sacré est remis à chaque confort. Et que du coup, l'équipe qui gagne le confort récupère le talisman. Et on nous dit par contre, si les jaunes gagnent, c'est Nicolas qui récupère son talisman. Alors jusque-là, je comprenais pas trop comment, si les rouges gagnaient, ils pouvaient avoir enfin, qui récupérait le talisman, comment, est-ce qu'il y aura un autre jeu entre eux pour obtenir le talisman. Je savais pas trop comment ça allait être. Et au final, on reviendra dessus après l'épreuve. On reviendra dessus après l'épreuve puisque ce sera annoncé après l'épreuve. Du coup, on nous dit que ce qu'on peut gagner, c'est le kit de pêche. Donc Benjamin a l'air très intéressé par le kit de pêche. Voilà. Et on sait comment ça va finir. Donc le jeu, c'est un peu une revisite du celui où il faut casser des cibles. Là où souvent les jeux où il faut casser des cibles ou faire tomber des cibles, c'est souvent avec des sortes de catapultes. C'est pas vraiment une catapulte, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Là où vous prenez, vous tirez, et puis hop, vous envoyez des sacs dans des cibles. Bref. Euh, Habituellement, c'est plus comme ça qu'est fait cette épreuve. Alors des fois, il y a une variante où il faut aller récupérer les sacs d'abord et puis ensuite tirer. Enfin bref. Ici, du coup, il y a un relais avec un parcours aquatique, voilà, qui est pas trop difficile non plus. Et en gros, c'est très stratégique parce que faut que le dernier soit celui qui vise le mieux, qui a le plus de capacité pour tirer dans des cibles. Puisque ils vont être 9 dans chaque équipe. Et en gros, le premier, il fait le parcours. Il a 3 chances pour détruire une cible. Ensuite, le deuxième, pareil, il fait le parcours, 3 chances pour détruire une cible, et ainsi de suite. Quand ils ont détruit une cible, hop, ils passent le tour. Et le dernier, lui, il doit, avec ce qui reste, détruire toutes les cibles restantes. En sachant qu'il y a une petite règle qui se rajoute, qui est une règle qu'on a déjà vue dans d'anciennes saisons, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Quand Denis en a parlé, ça m'a rappelé des souvenirs. Alors, je pourrais pas dire de quelle saison, de quelle épreuve, mais j'ai des souvenirs que le cas présent s'est déjà produit. Euh, et voilà. Donc au boule pour savoir, puisque bah, il y a une fille en moins chez les jaunes, du coup les filles sont obligées de perdre, enfin les rouges sont obligés de perdre une fille, et du coup c'est Elodie qui va tirer la boule noire. J'ai juste noté vite fait tous les membres, leur passage qu'ils ont réussi à faire ou non. Voilà, donc chez les rouges, Martin, alors c'est dans leur ordre de passage, hein. Martin va réussir, Elena réussit du premier coup. Anne-Sophie ne va rien
casser, elle va réussir à taper un poteau où il y avait un truc à casser mais ne cassera rien. Christine va tout rater, Esteban réussira du premier coup, Julie va tout rater, Emine va tout rater, Alexandre va réussir du premier coup. On passe ensuite chez les jaunes. Chez les jaunes, Clémence réussit du premier coup, je crois. J'ai pas trop fait attention, mais en tout cas, elle a quand même réussi. Tania a tout raté. Quentin réussit du premier coup. Benjamin va tout rater. Gilles va tout rater. Nicolas va tout rater. Grace va réussir. Laura va tout rater. Et ensuite, on est sur la finale entre Frédéric et Rudy. Du coup, Rudy, quand il arrive, son équipe a déjà brisé 4 pièces, donc il ne reste plus que 6 à casser. Chez les jaunes, du coup, Frédéric, son équipe en a cassé que 3, donc lui, il en a 7 à casser. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que Frédéric, il va rapidement monter. Il va en casser 1, 2, 3, 4. Et du coup, il prend une grosse avance parce qu'il lui reste plus que 3 à casser pour gagner. Sauf que, eh ben, il n'a plus de bâton à lancer. Et en fait, comme c'est déjà arrivé, quand tu n'as plus rien à lancer, mais que ton adversaire lui en a encore, et ben pour une question d'équité, tu dois attendre que ton adversaire ait tout lancé. Parce que comme ça, les deux restent au même niveau, et ensuite, euh, s'il le faut, les deux récupèrent tout et se remettent à nouveau à tout relancer. Parce que sinon, ce serait pas juste que Frédéric puisse tous récupérer aussitôt, et du coup avoir eu plus de chance que Rudy, parce que Frédéric a voulu aller très vite, et ce qui n'est pas con non plus, c'est juste qu'il n'a pas eu de chance dans ses lancers, alors que Rudy a été plus lent, mais du coup lui a réussi ses 6, à casser ses 6 pièces avant de ne plus avoir de bâtonnet, ce qui fait que Rudy fait gagner son équipe. Euh, et du coup, victoire pour les rouges, hein, après une grosse remontada de Rudy, parce que il était clairement en train de se faire défoncer par Frédéric, et limite, heureusement que Frédéric a épuisé tout son stock de bâtons, parce qu'il était bien parti pour gagner. Ensuite, on apprend enfin comment le talisman se transmet quand ça va d'une équipe à l'autre, puisqu'on sait que si ça va dans ton équipe, c'est toi qui l'avais qui le garde. Et quand ça passe d'une équipe à l'autre, en fait, c'est le détenteur du talisman qui choisit dans l'équipe adverse qui peut récupérer le talisman. Alors, moi j'avoue que je n'aurais pas fait le même choix que Nicolas. Moi j'aurais hésité entre trois, enfin si, quoique. J'aurais hésité entre trois choix. J'aurais hésité entre Elena, parce que, alors pas parce que j'adore Elena, hein, mais parce que Elena a marqué énormément lors de la première épreuve avec le parcours du combattant. Donc voilà, et puis en soi sportivement elle est plutôt pas mal. Donc comme, comme Nicolas a l'air de pas mal juger sur la sportivité, du coup j'aurais peut-être pu aller sur Elena, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y a eu que le parcours du combattant. Je sais plus c'était quoi l'épreuve d'immunité la semaine dernière. Je m'en souviens déjà plus. Attends, je regarde vite fait. Non, attends. J'essaye de relire. Attends, les équipes doivent récupérer 3 sacs avec des boules. Ah oui, ok. J'avais oublié c'était quoi cette épreuve. Ouais, et qui du coup, bon, la victoire n'avait pas été portée par Elena, mais puis c'était pas une épreuve très sportive, mais c'est vrai que du coup il y a eu que très peu d'épreuves, donc sur un cas de sportivité, j'aurais peut-être choisi quelqu'un qui s'en est très bien sorti sportivement, notamment sur le parcours du combattant et en plus l'ayant affronté en 1 contre 1. Je pense qu'Elena a été un bon choix. Un autre choix qui aurait été très bien et stratégique, mais vu comment est Nicolas, c'était quasiment sûr qu'il ne ferait pas ce choix. Mais il aurait pu faire le choix de le donner à Alexandre. Alors Alexandre, on va pas mal en parler, parce que je trouve que c'est un mauvais stratège, mais on en reparlera. Euh,
Mais du coup, oui, il aurait pu donner le totem, enfin le talisman à Alexandre, puisqu'on sait qu'Alexandre, il veut éliminer enfin, les sportifs, et notamment surtout Helena. Alors je sais pas si Nicolas, lui, est au courant de cette information, mais pour foutre la merde chez les Rouges, ça aurait pu être hyper intéressant de donner à quelqu'un de sensiblement plus faible, comme Alexandre, comme Émile, comme Christine, qui est un peu la doyenne chez les Rouges, alors qui a l'air de bien s'en sortir en tout cas, euh, mais qui, par son âge, peut paraître plus faible par rapport à des jeunes et tout ça. Et du coup, le dernier choix, qui est celui que Nicolas va faire, bah, c'est de donner le talisman à celui qui vient tout juste de gagner l'épreuve. Et celui qui vient juste de faire gagner l'épreuve à son équipe, c'est Rudy. Euh, et donc voilà, c'est pour ça que c'est pas un choix qui m'a dérangé. C'est juste que moi j'aurais vu plus de possibilités parce que Nicolas a pas l'air d'avoir beaucoup hésité. Denis dit que voilà, pour les choix des totems, il ne dira rien. Enfin, il ne posera pas de questions pour savoir pourquoi. Ce serait bien que ce soit plus souvent qu'il ne demande pas pourquoi parce que ça oblige les gens à se justifier et que du coup bah, leurs justifications sont toutes pétées. Voilà, donc ce serait bien que les gens aient moins à se justifier à koh parce que bah, ça sert à rien, surtout en début d'aventure. Tu veux te justifier sur quoi? Les gens, tu les connais depuis 2 3 jours. Les justifications sont forcément mauvaises. Enfin, et quand je dis mauvaises, c'est pas qu'ils ont des mauvaises justifications, c'est juste que bah, ils se connaissent pas, donc ils peuvent pas correctement euh, donner des justificatifs. Bref. En tout cas, tout ça c'était plutôt sympa. C'est l'épreuve parmi les deux de l'épisode que j'ai préféré. Franchement, j'ai trouvé qu'elle était clairement mieux que la enfin, que la suivante. Ensuite, dans l'entre-deux, chez les rouges, bah, il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant. On a Rudy qui va réussir à pêcher un peu de poisson malgré son peu d'expérience dans la pêche. Euh, et apparemment, alors ça, j'en ai pas trop de souvenirs, mais je l'ai noté quand même, parce que c'est Denis qui le dit en voix off. Mais apparemment, le choix de protection de Rudy serait totalement validé par les rouges, en sachant qu'on sait que Rudy voudrait protéger Tanya. En fait, il faudrait protéger Tanya, mais par extension, il pourrait également protéger Benjamin. Chez les jaunes, il se passe un peu plus de trucs, notamment le choix d'avoir donné le talisman à Rudy bah, est très vite remis en cause. Parce que bah, Nicolas a fait le choix de la sportivité en disant bah là, Rudy vient de faire gagner son équipe, donc je lui donne le talisman. Mais il n'a pas réfléchi, et en fait il n'avait pas l'information, il le dit lui-même, j'étais pas au courant de ces choses-là. Et ben c'est que Rudy et Tanya, en fait ils sont en alliance. Et en fait c'est un aspect des 24 heures qu'on a eu au début, où tout le monde est resté ensemble. C'est que certes ça leur a permis de tous se découvrir pour mieux construire les équipes, mais ça a déjà permis de construire des alliances, et notamment Rudy est en alliance avec Tanya. Et ça, c'est une chose que bah, les jaunes vont plus ou moins remettre en question comme choix, parce que bah, si les jaunes y perdent, et ben Rudy peut très bien donner enfin, protéger Tanya ou Benjamin et foutre la merde chez les jaunes, parce que si un des deux là est protégé, qu'ils en éliminent un des deux, bah en fait, et que ça reste comme ça, bah Rudy peut très bien protéger l'autre, et puis là, c'est un d'entre eux qui part. Parce qu'ils ont l'air d'être tous plus ou moins soudés pour l'instant contre Tanya et Benjamin. Même si, encore une fois, il va y avoir quelques petites tensions un peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ils vont réussir à faire le feu. Ils vont passer un peu plus de 2 heures dans la journée à travailler sur le feu et enfin réussir. Et oui, les jaunes ont eu beaucoup de chance puisqu'ils vont penser, du moins Nicolas va penser qu'il a trouvé le fruit de l'arbre à pain. Alors, j'ai jamais entendu parler de ce fruit. Sauf qu'en fait, c'est pas le bon fruit. En fait, ils sont en train de manger du pandanus. Alors pareil, ça, j'ai jamais entendu parler de ce fruit. Sauf que le problème, c'est que le pandanus ne se mange pas tant que ça. En fait, il peut être assez toxique apparemment. Euh, et du coup, bah, lui, contrairement aux aux fruits de l'arbre à pain, bah, ne se mange pas plus que ça. Et du coup, Quentin va en avoir des sacrés effets
Après, Denis il nous dit quand même que ça se mange pas vraiment, mais c'est pas non plus hyper grave d'en manger. Voilà, ça peut être un peu gênant et tout. Voilà, parce que voilà, Quentin, lui, il va pas aller super bien. Bon, il va quand même aller mieux très rapidement. Mais Denis nous dit en voix off que ça pourrait être une réaction allergique à ce fruit. Bon, en tout cas, s'il faut aller à koh pour se rendre compte de ses allergies, c'est assez incroyable. Ensuite, on a l'épreuve d'immunité, qui est la fameuse épreuve des flambeaux, hein, épreuve mythique de koh donc qui arrive souvent dans le premier ou le deuxième épisode, et qui même, il y a très longtemps, l'épreuve des flambeaux servait à gagner le feu, chose qu'on ne fait quasiment plus. Non, on le fait même plus, hein. Parce que je suis en train de penser à des moments où après un confort, Denis donnait le feu à des aventuriers, mais souvent c'est parce qu'ils mettaient, enfin, ils galéraient trop à faire le feu. Mais en tout cas, le feu n'est plus vraiment un enjeu à gagner durant des épreuves, là où il y a une période où c'était le cas. Tu faisais les flambeaux, tu savais que tu pouvais gagner le feu en gagnant l'épreuve. Bref, ce qui était quand même assez symbolique, quoi. Tu embrases une vase et du coup, bah, tu ramènes le feu chez toi. Bref, c'était plus logique en tout cas. Aujourd'hui, cette épreuve, elle est là parce qu'elle est symbolique, elle est mythique, elle est là depuis une tonne d'années dans koh. Mais ce qui est dommage, c'est qu'elle a plus la même portée symbolique qu'avant. C'est un peu dommage. Bref, dans cette épreuve, il faut récupérer le feu qui est tout au bout d'un parcours. Donc ils doivent prendre le portefeu, traverser les obstacles, prendre le feu, revenir, retraverser tous les obstacles. Et une fois qu'ils sont là, ils doivent embraser une petite torche sur un socle en bois. Et ensuite, avec un énorme bâton, on va dire ça comme ça, ils doivent en gros mener en hauteur la torche et puis ensuite plein de petites pièces jusqu'à ce que la torche arrive au niveau des vases. Enfin, de la vase en haut, quoi, bref. Du coup, chose qu'on a déjà vue, et c'est vrai que c'est plutôt galère pour certains de faire monter ces petites pièces en hauteur, mais en tout cas, pas pour tout le monde, et on va le voir aujourd'hui. Euh, du coup, j'ai juste noté que, encore une fois, Elodie est malchanceuse au tirage de boules, puisqu'elle va tirer également la boule noire. Du coup, les jaunes, et c'est là où je disais que j'ai trouvé l'épreuve un peu moins bonne, parce que pas qu'elle soit mauvaise en elle-même, hein, franchement, la faire, ça devait être énorme, hein, entre les parcours d'obstacles, ensuite le petit jeu d'adresse à la fin, ça devait être super, mais il n'y a pas eu de suspense. Comme j'ai mis, les jaunes sont les premiers à récupérer le feu à l'aller au niveau des obstacles. Au retour, ils sont les premiers à arriver au bâton et à la petite torche à allumer. Et ensuite, eh ben, ils vont juste enchaîner plutôt facilement à mettre toutes les petites pièces pour embraser la vase. Et du coup, bah, les rouges, eux, ont juste réussi à mettre la torche en haut. Donc, bah, victoire des jaunes, hyper facile. Enfin, je dis hyper facile parce que, certes, sur les parcours d'obstacles, c'était quand même très serré. Les jaunes avaient beau être devant, c'était quand même très serré. Mais sur la partie d'adresse, les rouges ont été hyper nuls. Pourtant, je suis team rouge, hein, mais là, il faut le dire, ils ont été vraiment à chier, quoi. Une stratégie complètement idiote, avec Rudy qui donne des coups dans le bâton pour remettre les trucs droits. Et quand tu vois comment elle est toute petite la dernière pièce, tu dis mais tu mets un coup, le machin il s'envole. Enfin, je veux dire, faut. J'ai pas compris la stratégie des rouges, c'était n'importe quoi pour cette fin d'épreuve. Là où les jaunes ont été plus coordonnés, plus techniques et ont plus facilement réussi leur épreuve. Je crois que même la petite pièce, ils ont dû la faire tomber qu'une fois, enfin du moins dans l'épisode on les voit les faire tomber qu'une fois, mais on sent que voilà, ils ont hyper bien géré l'épreuve, là où les rouges ont quasiment rien réussi à mettre. Bref. En tout cas voilà, les jaunes sont immunisés. Encore une fois, ça m'ennuie, parce que, pas que j'ai envie que les rouges gagnent tout le temps, sinon ce serait pas drôle, même si je suis team rouge, encore une fois, mais j'ai juste envie, au moins une fois, de vivre un conseil où
la personne qui a le talisman ne va pas au conseil avec son équipe. Voilà, là j'aurais bien aimé que les jaunes aillent au conseil, parce que déjà je suis pas forcément pour eux, et parce que ben, notamment j'aurais aimé voir comment ça se passe avec Rudy, ou même n'importe quel autre rouge qui aurait eu le talisman, parce que ça donnait dans le truc, parce que Denis en gros il dit vous devez protéger quelqu'un, et en fait j'ai juste envie de voir s'il faut vraiment, si c'est vraiment une obligation ou pas. Parce que Denis, quand il le dit à Rudy, il a l'air de dire ça en mode c'est une obligation, tu n'as pas le choix. Voilà, tu as le talisman, tu vas au conseil de tes adversaires et tu protèges quelqu'un, peu importe qui c'est. Euh, bon, en même temps, comme il est là, il voit la conversation et tout, mais moi je trouverais aussi enfin, je trouverais un petit peu mieux si c'est vraiment la règle qu'il puisse faire le choix de ne protéger personne. Il pourrait faire le choix de juste les laisser s'entretuer. Alors certes, il pourrait faire le choix de protéger quelqu'un qui est en danger pour bien foutre la merde. Et moi je trouve que ce serait logique qu'il puisse également faire le choix de ne rien faire. Voilà, et de laisser quelqu'un... euh, bon après, s'il veut laisser quelqu'un qui peut être dérangeant pour la suite se faire éliminer, il peut juste donner le talisman à quelqu'un à qui ça ne servira à rien. Mais bon, je trouve que le fait d'obliger, si c'est vraiment la règle, je trouve ça un peu dommage, quoi. Et de toute façon, même dans leur camp, ça a l'air d'être une obligation de soit l'utiliser pour soi, soit l'utiliser pour quelqu'un. Il n'y a pas l'air d'avoir un cas où t'es pas obligé de t'en servir. Ça a l'air d'être vraiment une obligation. Et je trouve ça dommage parce que c'est juste comme là, utiliser comme le cas de Nicolas, comme le cas de Rudy, hein, utiliser le talisman pour faire être en mode ouais, je me protège. Alors bien sûr, ils sont pas comme ça parce qu'ils sont obligés, mais en gros, de dire ouais, je me protège alors que je suis pas en danger. Bah, c'est un peu l'effet pétard mouillé des colis d'unité qui sont utilisés qui ont protégé des gens qui n'étaient pas en danger. Je trouve que ça fait un peu ce même effet. C'est là en mode bah je me protège, bah ouais mais bof, hein, tu te protèges, mais en attendant, bah t'es pas en danger, donc pourquoi est-ce qu'on t'oblige à l'utiliser ce truc-là et pas uniquement quand tu te sens vraiment en danger, enfin bref. Du coup, on va partir sur ce qui se passe, ce qui se passe sur les camps. Alors, le camp des jaunes, il n'y a pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. On a juste Quentin qui va pas être content puisqu'il a entendu Tania parler avec Rudy pour dire voilà, en gros, je suis en danger, machin, et comme Rudy a le talisman, voilà, c'était clairement un petit coup de stratégie bah, pour essayer de se sauver. Au cas où les jaunes allaient comment dire, au, au conseil, alors pas ce coup-là, mais sûrement la prochaine fois. Et du coup, l'équipe va très mal le prendre. Grace va même leur dire. Alors après, elle va faire genre, oui, je rigole, mais on sent bien qu'elle rigole pas du tout, parce qu'elle a l'air de pas mal juger les gens. euh, Puisqu'elle va clairement dire, ouais, vous venez de signer votre départ de l'équipe. Voilà, en disant ça, après en disant, oui, non, je rigole, mais on sent qu'elle l'a quand même mauvaise d'avoir appris que Tania a parlé avec leurs adversaires. Et ensuite, on a Nicolas qui va également être un peu énervé parce que bah, justement, pendant cette conversation, il y a Grace qui va juger Nicolas parce que Nicolas va être en mode ouais, c'est pas bien d'aller voir nos adversaires, machin et tout, voilà. Et Grace, elle va sentir un moment un truc du genre ouais. Moi, je pensais que toi, tu serais capable de faire ça, que tu serais prêt à tout pour gagner au point de tricher et tout. Et là, Nicolas, il va super mal le prendre. Il va être en mode non, mais moi, je suis droit, je suis dans la sportivité, je ne tricherai jamais pour gagner koh machin, je vais être le plus droit possible et tout. Les deux vont avoir une petite conversation, mais on sent quand même que Nicolas, il a vraiment mal pris la chose et que ben finalement ça peut peut-être jouer hein, dans un futur conseil. Hein, peut-être que finalement Tania et Benjamin pourraient être sauvés à cause de cette petite altercation entre Grace et Nicolas. Et je voudrais juste revenir sur un point
que j'ai trouvé complètement débile dans ce qu'ils disent, c'est que à aucun moment, c'est de la triche de parler à son adversaire. Au bout d'un moment, comme dit Tania, pendant les premiers jours, on a créé des liens avec... excusez-moi. Non, je pensais que j'allais tousser, mais non. Euh, Elle dit on a créé des liens avec Rudy, donc voilà, j'ai l'occasion de parler, de lui dire que je suis en danger, machin. Et certes, il y a un côté stratégique parce que c'est lui qui a le talisman, mais en même temps, c'est pas de la triche. Il n'y a rien dans les règles de Koh-Lanta qui t'interdit de parler à tes adversaires. Je veux dire, où est-ce que c'est écrit qu'on peut pas parler à ses adversaires? Je veux dire, c'est n'importe quoi. Depuis quand c'est de la triche? Que tu fasses comme ceux de la saison All-Star précédente, de voler de la bouffe, enfin de voler de la bouffe, de recevoir de la bouffe, tout ça. Oui, ça c'est de la triche. Parce que tu es censé survivre et te débrouiller pour manger. Mais rien ne dit que t'as pas le droit de parler à tes adversaires. Enfin, c'est quoi? Je comprends pas leur raisonnement. Mais de toute façon, il y a plein de raisonnements que je comprends pas dans cette saison. Notamment celui-ci. Hein, voilà, si tu parles à tes adversaires, c'est de la triche. Bah non. Et puis en plus, c'est complètement débile leur raisonnement. Parce que, imaginons, il va au conseil. Rudy, c'est toujours lui qui a le talisman. Mais le mec, qu'on lui ait parlé ou pas, il va suivre le conseil. Il va l'entendre que Tanya et Benjamin sont en danger, donc il va forcément donner le talisman à un de ses alliés. Donc leur raisonnement en mode vous lui avez parlé, c'est de la triche, c'est complètement débile. Parce que qui lui parle ou qui lui parle pas, dans un cas où ils vont au conseil et que c'est Rudy le rouge avec le talisman, il protégerait quand même Tanya ou Benjamin. Donc je veux dire, c'est complètement con, c'est complètement con. Bref, je vois pas en quoi parler à ses adversaires, c'est de la triche. Bon. On passe ensuite chez les rouges. Et comme je disais, chez les rouges, ce sont les pros du un travail, les autres regardent. Et notamment, alors Martin va s'énerver également, puisque bah, il essaye de tout faire pour protéger le feu. Et en fait, les autres, ils le regardent. Enfin, quelques autres, il y a deux trois gars qui sont là autour, et puis qui le regardent. Et lui, il est là, en train d'essayer de protéger le feu. Les autres, ils sont là, ils regardent en mode wow, super, hein, qui travaille, c'est très impressionnant. Au bout d'un moment, il va même leur dire allez, bougez votre cul, là, c'est pas en me regardant qu'il va se passer quelque chose, quoi. Donc c'était plutôt amusant. Et ensuite, on part dans un gros délire et plein de stratégies dans tous les sens. Alors, certes, ça peut faire beaucoup de stratégies qui vont dans tous les sens, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. En fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que ils sont deux principalement à être en danger. Trois plus ou moins, parce qu'il y a un troisième nom qui va apparaître dans les stratégies, mais qui voilà, ne sera pas au courant des choses. Mais il y a deux personnes principalement qui vont être au courant. Emin va être au courant qu'il est en danger, et donc il va à la fois mener des stratégies en allant parler à des personnes, et également en essayant de trouver une arme secrète ou un collier d'immunité. Elena va être mise au courant également qu'elle est en danger. Elle va pas forcément charger d'armes ou de collier, elle va plutôt aller discuter et essayer de mettre quelques petites choses au clair et également faire un peu de stratégie avec Rudy et tout ça. Même si c'est quand même Rudy qui est un peu le maître de la stratégie dans cet épisode. Donc, on nous dit d'abord que Christine veut éliminer Emin, tandis qu'Alexandre veut éliminer Elena. Bon, ça fait longtemps qu'on sait qu'Alexandre veut éliminer Elena. Et apparemment, Christine à la base était plus de son côté à lui, mais maintenant qu'ils sont au conseil, elle veut éliminer Emin parce qu'il est plus vieux, moins efficace sportivement, et donc bah, forcément va être moins efficace pour aider son équipe à gagner des épreuves. Et c'est vrai que bah, Emin, en plus on l'a vu pendant l'épreuve d'immunité, qu'à un moment il a même fait une erreur à un moment il y a une grosse structure en bois, ils doivent la traverser avec le porte-feu, et en fait dans la précipitation, le stress de l'épreuve et tout, en fait Emin va contourner la structure, du coup son équipe va le rappeler en disant non mais faut passer à travers et tout. Et donc, voilà, si en plus les mines des fois se laissent un peu euh, avoir, enfin submerger par le stress et tout, et fait des erreurs comme ça peut coûter cher. On l'a déjà vu dans certaines saisons
où des erreurs comme ça avaient coûté très très cher à des équipes. Là, l'équipe a elle-même remarqué le coup, a remis direct Emine sur le droit chemin, mais s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient pu être disqualifiés direct. Bon, au final, ils ont perdu, mais ils auraient pu recevoir une sanction pour ça. Donc c'est vrai que d'un côté, Emine n'a pas non plus, en termes d'épreuves, montré énormément de choses comparé à d'autres. Voilà. Et Martin, j'ai marqué, Martin a raison. Parce que je suis totalement d'accord avec Martin, c'est que certes, éliminer une Elena ou quoi que ce soit, c'est à ce stade-là du jeu, c'est complètement con. Parce que, et koh ça a toujours fonctionné comme ça. Alors certes, Alexandre, parce que c'est sa stratégie qui est complètement débile. Euh, Quand tu es en équipe, il faut que tu gagnes des épreuves. Plus tu gagnes des épreuves, plus ton équipe reste grande, pas spécialement soudée, ça dépend des saisons, mais plus vous êtes nombreux, plus vous avez également un pouvoir sur les autres, et pour cela, il faut quand même avoir une équipe suffisamment puissante pour gagner toutes les épreuves à venir, soit confort, immunité, surtout les immunités. Et Alexandre, lui, juste en mode je veux éliminer les sportifs. Donc je veux éliminer Elena, mais après ce sera qui? Après Elena, ce sera Martin, ce sera Esteban, ce sera Elodie, enfin, ce sera qui les prochains? Et c'est complètement con parce que si eux ils perdent trop d'épreuves, ils vont perdre beaucoup de membres. Si en plus lui il va absolument éliminer les sportifs, ce qui fait que les sportifs à un moment ils vont se retourner contre lui, donc c'est lui qui sera mis sur la sellette et qui pourra être éliminé. Il y a aussi le fait que s'ils arrivent moins nombreux, même s'ils survivent en ayant éliminé les plus forts, voilà, avec des bonnes stratégies, s'ils arrivent au conseil après, enfin pas au conseil, mais à la réunification étant moins nombreux que les jaunes, ben, ils vont dégager et les jaunes pourront tranquillement aller en finale ensemble. Donc bref, il y a rien qui va dans ce que Alexandre veut faire. En fait, dès le début, il a pris Elena en grippe et il veut absolument éliminer Elena, mais c'est complètement con. Je veux dire, moi je serais lui, t'as Elena dans ton viseur. Tu dis, ok, j'ai Elena dans mon viseur. Pour l'instant, on doit survivre à tout prix. On doit être les plus nombreux à la réunification. C'est ça le but de la première partie de koh, c'est d'être le plus nombreux à la réunification. Donc gagner le plus d'épreuves, et notamment le plus d'épreuves d'immunité. Donc il faut des équipes suffisamment polyvalentes et puissantes pour gagner les épreuves. Et du coup, il faut malheureusement se délester des personnes qui font les moins bonnes performances. Et ensuite, quant à la réunification, t'as toujours Alina dans le viseur. La réunification, tu t'en fous, c'est chacun pour sa pomme. Là, tu peux la trahir, l'éliminer, faire ce que tu veux. Mais sur la partie par équipe, c'est complètement con. C'est complètement con. En fait, il se met une balle dans le pied en voulant faire ça. Bref. En tout cas, moi, je trouve que la stratégie, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, je trouve que la stratégie d'Alexandre est complètement con. Pour moi, euh, quand tu es dans la partie par équipe, il faut survivre en étant le plus nombreux, en ayant l'équipe la plus performante sur les épreuves, et également en termes de survie et tout ça, hein, parce que faut pas oublier que avoir un bon camp pour bien dormir, bien se reposer, c'est important. Pouvoir trouver de la nourriture, bien se nourrir, le feu, tout ça, c'est très important. Avoir un bon social, une bonne ambiance, ça c'est très important aussi. Parce que ça va jouer sur le comportement, et également sur les performances dans les épreuves. Donc il faut vraiment tout prendre en compte. Mais il faut faire le maximum pour moi pour gagner les épreuves en équipe. Après, une fois que tu es en solo, tu t'en fous, tu fais des stratégies avec qui tu veux. Si tu veux limiter tous les sportifs, vas-y, fais-le. Mais attends la réunification. Surtout qu'à la réunification, bien sûr que ceux qui sont un peu plus faibles que les autres vont vouloir éliminer les sportifs. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire des grosses stratégies contre eux. Pas au tout début de la saison. C'est se foutre une balle dans le pied de vouloir faire ça dès le début. Moi, je suis quasiment sûr qu'Alexandre, il fera pas long feu hein, avec des pensées comme ça, hein. Bref. J'ai noté aussi que ce qui était marrant, c'est que Elodie va se justifier sur son envie d'éliminer Elena en se comportant exactement comme Elena. Ce qui veut dire qu'elle reproche à Elena de se mettre trop en avant, d'être en mode ouais, moi je suis trop forte, je me suis tellement entraîné que c'est normal que j'ai gagné l'épreuve du parcours du combattant, machin. Et Elodie va juste répondre en disant mais on peut se débarrasser d'elle.
toute façon, je suis aussi forte qu'elle, moi, je peux faire mieux qu'elle. Sans elle, moi je prendrais sa place, ce serait moi la meilleure, machin. Et là, tu te dis, mais est-ce qu'elle s'entend parler? Elodie, est-ce que tu t'es entendu parler? J'imagine même pas la tête qu'elle doit faire en se regardant euh, à l'image, parce que c'est complètement fou, ça, sa réaction. D'être en mode ça me saoule parce que l'autre elle se met tout le temps en avant et qu'elle est un peu directive. Tout ça pour au final bah, se mettre énormément en avant et en plus de justifier, bah, je l'ai pas encore prouvé parce que j'ai tiré 2 fois la boule noire. Après, vu les abdos qu'elle a, ça doit très certainement être une grosse sportive, Elodie. Ça m'étonnerait pas. Mais ça n'empêche que tu peux pas reprocher à quelqu'un de trop se mettre en avant et juste après te dire bah tiens on peut se débarrasser d'elle à cause de ça et juste te comporter exactement de la même manière. C'est pas comme ça que ça marche, Elodie, malheureusement. Bref. Ensuite, on a Emine qui veut se défendre quand il apprend qu'il est sur la sellette, et notamment que Christine a retourné certains de ses alliés contre lui. Du coup, il se dit, bah moi, je veux me débarrasser de Christine. Voilà, elle s'en prend à moi, je veux m'en prendre à elle. Donc, euh, il va tenter du coup de mener une stratégie contre Christine et notamment d'empêcher d'éliminer, enfin que ceux qui voulaient voter Helena ne le fassent pas pour voter contre Christine. Et du coup, on en vient à une réflexion que j'ai pas compris, c'est ce truc de vouloir éliminer les petits. Je comprends pas. Je comprends pas ce délire. C'est revenu à une ou deux reprises. Mais je comprends pas, c'est quoi ce délire? Enfin, je veux dire, moi je fais 1m69, est-ce que je suis comme petit, grand? Si j'ai la colle en tête, on dirait, ah bah tu fais moins d'1m70, donc on va t'éliminer parce que t'es trop petit. Enfin, je veux dire, depuis quand faut faire une certaine taille pour rester dans l'aventure? Je comprends pas. Qu'on te dise t'as pas assez de social, je peux comprendre. Qu'on te dise que t'es pas assez bon dans les épreuves, je peux comprendre. Que tu travailles pas assez sur le camp, je peux comprendre. Mais que tu sois trop petit, que tu sois trop petit, ça, alors ça, je le comprends pas. C'est la première fois qu'on l'entend à koh. Oui, je suis trop petit, on va m'éliminer. Je comprends pas. Il y a vraiment des trucs bizarres dans cette saison. Si tu parles à tes adversaires, avec qui t'as passé du bon temps au début de l'aventure, bah, t'es un tricheur. Si t'es trop petit, tu te fais éliminer. Je comprends pas leur raisonnement. Ils sont complètement débiles cette année. Enfin, je parle pas de tous, mais il y a certains raisonnements qui sont débiles, hein. Franchement, faut l'avouer. Faut faire quoi? Faire 1m90 pour gagner koh. Ou voilà, si tu fais moins que cette taille-là, t'as pas le droit de gagner. Enfin, je veux dire, le critère de taille pour éliminer les gens, c'est complètement con. Bref. Ensuite, Rudy va aller voir Elena pour lui dire bah tiens, les filles veulent voter contre toi. Elles te trouvent trop dirigiste, ton caractère ne plaît à personne. Parce que moi j'ai du mal à comprendre. Il faut bien que quelqu'un prenne le lead dans l'équipe. Et perso, moi j'aime beaucoup Elena, donc voilà. J'ai quand même eu un peu peur sur le conseil, et au final, bon, ça a été. Et du coup, bah, Elena, un peu en mode Emine, va être un peu en mode vengeance en disant, mais moi, bah, du coup, je veux dégager Alexandre, hein. Le mec, il veut m'éliminer, bah, moi, je veux l'éliminer. Emine a eu la même réaction, Christine veut m'éliminer, bah, moi, je veux l'éliminer. Ce qui est plutôt logique, mais ce qui, du coup, mène à plein de stratégies, parce que, du coup, à la base, à la base, tout le monde voulait éliminer Elena. Au final, on arrive au conseil. C'est du gros n'importe quoi parce que du coup, tous ceux qui voulaient voter contre Elena se disent bah non, finalement on devrait voter contre Emine. Puis finalement, Emine se dit bah oui, mais comme Christine, alors tous les gens votaient contre moi, faut éliminer Christine. Et puis Elena qui apprend qu'on veut voter contre elle se dit bah ok, bah moi comme Alexandre dit la mené stratégie contre moi, je veux éliminer Alexandre. Enfin bref, c'est un gros bordel. Tout le monde est un peu en mode vengeance ou je supporte pas machin donc je vais l'éliminer. Bref, c'est un énorme bordel. Au milieu de tout ça, il y en a un qui est hyper malin, même si Denis va tout gâcher. C'est Rudy. Parce que Rudy, il est très cool, il fait très cool, et en réalité, c'est un super stratège. Et oui, parce que sous son apparence du mec hyper cool, très gentil, qui tchatche bien, bah en fait, il récolte toutes les informations, il entend tout,
Et ensuite, il joue sa stratégie en fonction de ce qu'il a entendu et de ce qui va l'arranger, bien sûr, dans l'aventure. Et du coup, Emin va sûrement faire l'erreur, même si en soi ça n'a pas énormément d'impact. S'il avait eu un collier, je pense que l'erreur aurait été vraiment très grande, parce que tu as un collier, tu le dis à personne, hein. Ou il faut vraiment avoir énormément confiance en la personne, une personne que tu connais depuis 5 jours, 5-6 jours. Est-ce que tu fais confiance au point de dévoiler un collier d'humilité? Je suis pas sûr. Vers une fin d'aventure où tu as vraiment fait toute l'aventure, où la personne a prouvé sa loyauté, que tu as prouvé ta loyauté, je pense que ça peut aller, mais au tout début, je sais pas si moi j'aurais dévoilé ce que j'aurais trouvé. Bref, Emile va trouver une arme stratégique qui est un double vote. Et il va en parler à Rudy qui va garder toutes les infos en tête et s'en servira de la façon qui le protégera le mieux. Donc on termine avec le conseil où Alexandre va être perturbé d'apprendre que Rudy est un meilleur stratège que lui. Enfin bon, euh, c'est dit à ma manière, mais clairement le gars il s'était pas rendu compte que Rudy était un stratège. Alors Denis a clairement balancé que Rudy était un stratège, je trouvais ça complètement con parce que ben du coup ça met Rudy en danger pour la suite parce qu'on sait que les stratèges sont rarement aimés par les sportifs et bah du coup là ça met clairement Rudy en danger quoi parce que là clairement, Denis, il dévoile comme ça le jeu de Rudy, en mode hey, vous êtes stratège, allez hop, voilà. Comme moi, je les aime pas, les stratèges, parce que Denis a toujours mis en avant plus la sportivité, ben voilà, il balance comme ça. J'ai trouvé ça complètement con, parce que ça peut mettre en péril l'aventure de Rudy. Et du coup, comme je disais, Rudy est tellement un bon stratège que bah, Alexandre ne s'en était pas rendu compte. Lui qui s'imagine être un excellent stratège, et ben, il s'était pas rendu compte qu'il y en avait un encore plus malin que lui, même si Rudy va quand même lui faire quelques petites fleurs et tout. Euh, mais voilà. Du coup, Emin va mettre son double vote sur Christine. Voilà, persuadé que des gens vont vraiment voter avec lui contre Christine. Rudy va garder le talisman pour lui-même, alors qu'il avait déjà annoncé que peut-être il le donnerait pour Emin, peut-être il le donnerait pour Elena. Finalement, il le garde pour lui-même. Et au conseil, cela donne 2 voix pour Christine et 9 voix pour Emin. Donc Emin est éliminé. Et juste avant de partir, il va balancer. Alors, il va pas donner de nom, mais il va balancer qu'il y a bel et bien, ou du moins qu'il y avait bel et bien, une stratégie contre Elena. Et j'avoue que j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour voir comment Elena va réagir à tout ça. Si elle va discuter avec les autres ou si elle va juste garder l'idée en tête et puis vouloir se venger à un moment propice, c'est-à-dire un conseil. Bref, j'ai hâte de voir l'épisode suivant. J'ai trouvé que c'était un très bon épisode. On a eu de la vraie stratégie comme j'aimais bien, donc de la discussion et pas juste je vais chercher un collier et puis je me défends comme ça. Parce que j'appelle pas ça réellement de la stratégie. Pour moi, j'aime bien quand il y a de la discussion, que les gens essayent vraiment de s'en sortir un maximum. Et les épreuves étaient plutôt cool. Encore une fois, comme je dis, l'épreuve d'humilité, elle était cool, mais ça manquait de suspense. Et voilà, après, c'est les performances qui ont fait que, hein, c'est pas de la faute de la production pour le coup. Là où du coup l'épreuve de confort était beaucoup mieux. En tout cas, ce qui est dommage, c'est que ben il y a certains aventuriers qu'on n'a toujours pas vus. Euh, Parce que on va quand même faire un recap, hein, mais Martin, on l'a plutôt pas mal vu, bon, il est plutôt cool. Elena, on l'a vu un peu moins que le premier épisode, mais bon, c'était quand même pas mal. Anne-Sophie, on l'a quasiment pas vu. Christine, on l'a quasiment pas vu. Esteban, on l'a un peu vu, mais pas énormément. Julie, alors, on l'a toujours pas vu, hein, à part lancer ses deux trois bouts de bois, on ne l'a pas vu. La pauvre, 2 épisodes, on l'a toujours quasiment pas vu. Emine, on l'a quand même pas mal vu, ce qui est quand même
assez logique, puisqu'il allait être éliminé à la fin de l'épisode, donc il fallait quand même bien lui donner de la place à l'écran. Alexandre, on l'a quand même pas trop mal vu, ça allait. Et Rudy, forcément, on l'a beaucoup vu, puisqu'il était un peu au milieu des stratégies. Du côté des jaunes, Clémence, aucun souvenir d'elle dans l'épisode. Euh, Tania, on l'a plutôt bien vu par rapport au fait de se protéger, tout ça. Quentin, on l'a un petit peu vu du fait qu'il soit tombé un peu malade avec le fruit. Benjamin, on l'a vu un tout petit peu au début, et après on l'a quasiment pas revu, hein. C'est surtout Tania qui a pris cher au fait de tricher. Gilles, on l'a pas vu. Nicolas, on l'a beaucoup moins vu également que dans le premier épisode. Grace, on l'a un petit peu vu, à part sa petite écartade avec Nicolas, bah, ces deux-là, on les a pas vus plus que ça. Laura, encore une fois, comme Julie, deuxième épisode, on n'a quasiment rien vu d'elle. Et Frédéric, on l'a un tout petit peu vu du fait qu'il soit le dernier sur l'épreuve de confort, sinon bah, on l'a pas vu plus que ça. Donc c'est un peu dommage parce que bon, on sait très bien qu'il y a des aventuriers qu'on va découvrir un peu plus au fur et à mesure des épisodes, mais quand on regarde, il y en a quand même pas mal qui ne sont quasiment pas apparus à l'écran ou qui n'ont quasiment pas eu tant de parole. Je veux dire, Julie et Laura, j'ai même pas un souvenir de les avoir vus en face cam. Et je veux dire, le pire c'est Clémence. Clémence, on l'a plus vue dans le teaser de la semaine prochaine que dans l'épisode là. C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est quand même fou qu'un aventurier, tu le vois plus dans un teaser de 1 minute 30, que dans un épisode de presque 2 heures. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, voilà, c'est dommage pour ces personnes-là. Après, on verra à l'avenir ce qu'ils feront dans l'aventure, mais je trouve un peu dommage qu'on ne les voit pas tant que ça pour l'instant. Parce que bah, ça permet pas de faire un avis sur ces aventurières, parce que c'est surtout Julie et Laura qu'on n'a quasiment pas vu depuis le début. Gilles, pareil, on l'a plus vu dans son portrait que dans l'aventure, enfin bref. Euh, voilà, j'ai hâte quand même de découvrir un peu plus les aventuriers qui sont le moins mis en avant, même si j'ai déjà quelques petits préférés. Euh, voilà, même si malheureusement les petites préférences que j'ai sont pas vraiment amis dans l'aventure, donc ça va forcément se taper dessus à un moment donné, mais bon, on verra bien. En tout cas, pour moi, la révélation de l'épisode, c'est Rudy. Rudy, au premier épisode, qui m'avait pas marqué tant que ça, mais que j'ai trouvé vraiment très très cool et très bon dans ce deuxième épisode. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu aussi comment il va évoluer, hâte de voir comment Alexandre va évoluer en face à face avec Rudy, avec les deux stratèges sur le camp, ça peut être sympa de voir ce que ça va donner. Bref, en tout cas, une saison qui pour l'instant pour moi me paraît plutôt prometteuse, hein. On a deux premiers épisodes qui sont plutôt bons. Voilà, parce qu'après je préfère attendre d'avoir la saison en général pour voir si c'était vraiment très bon, ou si c'est juste parce que là c'est le début, hein, parce que je sens qu'on va encore se les taper, les épisodes coupés en deux, ce que je n'espère pas. Bon, là, c'est sûr que ça sera toujours mieux que des épisodes coupés en deux. Mais pour l'instant, je trouve qu'on commence bien. Et j'avoue, je suis plutôt très confiant sur la suite de l'aventure. Voilà, et surtout là où je suis content, c'est que on a attendu très longtemps. Moi, koh ça m'a manqué énormément. Alors certes, il y a des moments où j'ai des mots un peu durs sur certains aventuriers ou aventurières, mais ça n'empêche pas que je prends beaucoup de plaisir pour l'instant à regarder cette saison, à suivre leurs aventures, à suivre leur stratégie un peu loufoque ou leurs propos un peu qui me paraissent pas logiques, mais bon, après on a tous une vision différente du jeu, ce qui est normal, hein. Et puis bon, moi je suis là, tranquille dans ma chambre quand je les regarde, je suis pas dans le jeu, donc je sais pas vraiment ce que je ferais à leur place. Euh, voilà, c'est pas non plus la même chose. Bref, on va arrêter la vidéo là parce que comme je l'ai dit en intro, elle va être très longue parce que j'avais pris beaucoup de notes et j'avais beaucoup de choses à dire sur certains trucs. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode, ce que vous pensez de... Notamment, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir ce que vous pensez
du fait que pour vous, est-ce que vous considérez que parler à un adversaire, c'est de la triche ou non? Honnêtement, moi je trouve que non, hein. De toute façon, dans tous les cas, comme je l'ai dit, ça n'aurait rien changé. Si les jaunes avaient été au conseil et que Rudy avait été présent, qu'il aurait été obligé d'immuniser quelqu'un, il aurait forcément immunisé Tania ou Benjamin. Donc dans tous les cas, moi je trouve que ça n'aurait rien changé à l'issue du truc. Bref. Mais dites-moi vraiment ce que vous en pensez, parce que j'ai envie de voir les arguments que pour avoir quelqu'un qui est plutôt d'accord avec Nicolas, Grace, et Quentin et tous les autres. Bref. Sinon, dites-moi en général ce que vous avez pensé de l'épisode, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Notamment, on se dit vendredi. Vendredi sortira la vidéo sur Pékin Express, l'épisode 3. Voilà, qui a l'air d'être hyper intéressant, du moins qui promet du lourd avec le drapeau noir. Et puis la semaine prochaine avec l'épisode 3 de Koh-Lanta. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.